Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un cours hyper important pour les étudiants de la deuxième année de médecine. C'est le dernier cours de la série du cours de la physiologie respiratoire. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. C'est le cours de la régulation de la respiration. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Et les liens sur Instagram et les Telegram pour le bot d'infos. Et activez les notifications. باش نلحقوا كل ما هو جديد في les cours جايين ان شاء الله. Et c'est parti. Donc la régulation de la respiration, comme une introduction, la régulation de la respiration permet d'ajuster la ventilation. Donc la ventilation qui se faire par les poumons, mais il y a des mécanismes de régulation de cette ventilation selon les cas du corps. D'accord ? D'une manière à maintenir une pression d'oxygène et une pression de CO2 et le pH sanguin dans des étroites limites. D'accord ? Même dans les conditions physiologiques les plus extrêmes, en cas d'exercice ou d'effort physique, l'altitude, qui m'a donné l'influx court, les échanges alvéolo-capillaires, comme l'altitude, l'oxygène, le CO2. Donc, le corps interne a des mécanismes où il selon les cas, il va réguler la pression des gaz. Et c'est possible dans beaucoup de circonstances pathologiques, aussi dans les cas pathologiques. C'est principalement dans les cas pathologiques. Cette régulation est basée sur un système organisé et complexe représenté par des afférences qui cheminent en permanence des informations concernant l'état mécano-erratif. Des afférences, une information par exemple de l'état du corps pour le centre neurologique, le cerveau, pour donner toutes les informations sur l'état ou la régulation de l'ensemble du système thoraco-pulmonaire et de la composition des gaz du sang vers les centres respiratoires. C'est quoi le centre respiratoire? Qui élabore une réponse interagée véhiculée vers les muscles ventilateurs. Les afférents, les efférents. Les efférents, المسؤولين عن التطبيق المعلومات السيالة الحركية كما كنا نقولوا عليها في الثانوية, régulant ainsi un mode devant le mode ventilatoire par adaptation du volume courant, le VT, et ou le fréquence respiratoire. Pourquoi pas être une régulation pour les deux? Puis le centre respiratoire. Les centres respiratoires sont responsables de la rythmogenèse, la régulation du rythme ventilatoire, tout étant influencé par plusieurs facteurs de régulation. D'accord. Le centre respiratoire, c'est le bulbe, c'est se trouver au niveau du bulbe rachidien, l'unité de l'unité du neuro. D'accord. Détail fait des récepteurs spéciaux ou qu'il y a des neurones qui va transmettre l'information nerveuse, le centre thoraco-pulmonaire vers le centre neurologique, puis le centre neurologique va donner la réponse par des neurones efférentes qui va donner la réponse et va réguler toutes les choses. Donc les centres respiratoires sont situés dans le tronc cérébral. Ils sont les bulbes protubérantiels. En effet, une section dans la partie supérieure de cette région laisse persister une respiration spontanée normale. S'il vous plaît, le parti parce que c'est comme des QC. Donc il y a une section dans la partie supérieure, une section dans les neurones qui ont les informations, la réponse. Donc, une respiration spontanée normale. À l'opposé, une section sous-bulbaire, peut-être le bulbe où les neurones interrompent toute la respiration. Actuellement, on décrit deux centres bulbaires et un centre plus haut situé, c'est la partie supérieure du pan, sur le centre pneumotaxique. C'est pas la peine de tout ça, les structures anatomiques parce que où elle est plus spécifique pour l'unité de la neuro. Donc les centres respiratoires bulbaires, le groupe respiratoire dorsal, le groupe respiratoire dorsal, et c'est situé dans le noyau de faisceau solitaire. Il reçoit des afférents de nerf numéro 9
le glossopharyngien, et le nerf 10, le nerf vague ou le nerf pneumogastrique, parce qu'il est responsable de l'activité parasympathique. Des nerfs crâniens, on voit des afférences vers le motoneuron phrénique dans le diaphragme. Donc les neurones du diaphragme sont les motoneurones phréniques, d'accord, et vers le groupe respiratoire ventral. Il est formé de deux types de neurones inspiratoires, les neurones inspiratoires alpha, les générateurs de rampes inspiratoires, et dont la décharge croît progressivement tout au long de la respiration. Puis, elle permet le recrutement progressif des fibres du diaphragme. Le neurone bêta reçoit les informations vagales et les informations du système parasympathique. Puis le groupe respiratoire ventral, le GRV, il est localisé au niveau du noyau para-ambigus et rétro-ambigu. Donc, je devrais les embarquer. Le GRV contient des neurones inspiratoires qui envoient des efférences à la limite de la réponse vers les intercostaux, pour les muscles intercostales, soit supérieurs et antérieurs, et les scalènes, pour l'inspiration profonde, et des neurones expiratoires, d'accord, qui commandent les muscles abdominaux, d'accord. Ils reçoivent par ailleurs des informations du groupe respiratoire dorsal. Puis l'hypothèse du fonctionnement des centres, les hypothèses sont nombreuses. Celui-ci est plus en faveur de l'inhibition phasique, une stimulation pure, une inhibition, l'inhibition phasique. Un activateur d'inspiration ventrale stimulerait les cellules de GRD, de la partie dorsale, les cellules alpha provoquant une inspiration. En revanche, la stimulation des cellules bêta, lorsqu'il a atteint un seuil suffisant, sa stimulation de façon normale et suffisante, induirait une inhibition du générateur de l'activité inspiratoire. Elle va couper l'inspiration centrale, donc l'arrêt de l'inspiration et le début de l'expiration spontanée. Donc, les cellules alpha sont responsables pour l'inspiration. Puis, une stimulation de cellules bêta qui va inhiber l'inspiration et va donner le début de l'expiration spontanée. Cette hypothèse est basée sur l'inhibition périodique, périodique parce qu'il y a une période de l'inspiration et une période de l'expiration, ou c'est phasique, d'accord, de l'activité des neurones inspiratoires. Puis le centre respiratoire protubérantiel, j'ai fait le protubérance. C'est une autre structure de cortex cérébral. On a le centre apnéistique, localisé dans la partie inférieure du bulbe. Le bulbe serait à l'origine des décharges extractrices de la zone inspiratoire du bulbe. On y fait toute section et au-dessus, la fougue de ce centre provoque des soubresauts inspiratoires ou des caps de son nom. D'accord. On a aussi le pneumotaxique, ce centre localisé au niveau du noyau parachial médian, modulerait l'arrêt de l'inspiration en fonction des différents stimulus afférents. Le patient en état l'espace pulmonaire il est bien aéré, donc on va couper l'inspiration donc par des différents stimulus afférents, l'information, quel que soit chimique ou mécanique. Par ailleurs, il pourrait transmettre les signaux de l'hypothalamus au sinus bulbaire, au centre bulbaire, ce qui expliquerait les réponses ventilatoires aux émotions, la tristesse ou la joie, et aux variations de la température, parce que l'hypothalamus c'est le centre de la régulation de la température au niveau corporel. Donc les émotions, parce que en cas de la triste, on a une bronchoconstriction, il y a une constriction du bronche, donc la quantité de l'oxygène, donc il y a des réponses pour moduler l'inspiration, et aussi qu'il y a des cas où il y a une bronchodilatation,
Donc il va moduler la pression d'oxygène et va diminuer un peu la pression d'oxygène pour qu'il y ait une balance équivalente entre les gaz au niveau des branches. Puis le contrôle nerveux, l'origine centrale, le cortex cérébral intervient dans le contrôle volontaire de la respiration. Il est volontaire. D'accord. Et on a l'origine périphérique au réflexe, le nerf vague, le nerf pneumogastrique, qui s'est spécialisé pour l'activité du système parasympathique. Plusieurs récepteurs bronchopulmonaires peuvent être mis en jeu par leur stimulus spécifique. Donc, il y a une activité très principale sur la respiration. Les informations issues de ces récepteurs sont véhiculées vers le centre respiratoire par l'intermédiaire du nerf vague. Le nerf vague, c'est le responsable de transmettre les informations sur l'appareil thoraco-abdominal vers le centre neurologique. Puis on distingue une irradiation récepteur sont situés dans le muqueuse des voies aériennes et les muqueuses, donc histologiquement sont à l'origine des réflexes de défense en cas d'une irradiation. Fumer de cigarette par exemple, les gaz toxiques, d'accord, sont des cas pathologiques et donc un cas de irradiation, une alarme du système respiratoire qui se traduit soit par des éternuements, la fosse nasale, puis la pression, d'accord, parce que la pression elle est augmentée, donc les éternuements sont des moyens de défense pour moduler la pression intrapulmonaire, soit par de la toux, avec une bronchoconstriction, le diamètre des branches, parce que les gaz toxiques, une bronchoconstriction pour éviter le maximum d'entrée. D'accord, c'est l'intérêt de la bronchoconstriction au niveau du muqueuse bronchique. Puis on a les mécanorécepteurs. Ces récepteurs sont sensibles au degré d'insufflation pulmonaire et leur stimulation inhibe l'inspiration en favorisant l'expiration. Les mécanorécepteurs, c'est beaucoup plus pour l'expiration, c'est pas pour l'inspiration. Le réflexe de Herring-Barber, ce réflexe a pour but d'empêcher la distension excessive du poumon. يحاول يضمن لنا une bonne compliance ou يحافظ لنا على la compliance pulmonaire. La compliance pulmonaire, c'est la capacité de la distension pulmonaire en état de l'inspiration. معناتها كي تصل une inspiration كي يوصل خلاص l'élasticité du poumon توصل لا ليميت نتاعها باش كيما نقولها بالدرجه باش ما تطرشقش لي بومون راح يدخلوا لي ميكانوريسبتور و لي ريفلكس دو هيرينغ براير راح يديروا un empêchement de l'inspiration par les mécanorécepteurs et راح يحاولوا يرجعوا لي بومون للفوليوم نورمال تاعها et باش يحافظوا على l'élasticité ou la compliance pulmonaire. Puis les récepteurs alvéolaires, d'accord, localisés dans la paroi alvéolaire près des vaisseaux, les vaisseaux, activés par le DEM. En cas de DEM, c'est le passage de liquide au niveau de l'interstition, le milieu extracellulaire vers l'interstition, les perpressions veineuses, les gaz irradiants, aussi et par des médiateurs d'inflammation et d'allergie, l'homolistamine et les kinines. Leur stimulation provoque une diminution de la fréquence cardiaque et une constriction bronchique. Va donner une constriction, va diminuer le diamètre et va diminuer ainsi de suite la fréquence cardiaque. Puis on a le contrôle spinal par la moelle épinière. La moelle la moelle joue un rôle essentiel dans le contrôle de la ventilation. Elle représente un centre de l'intégration des informations issues du centre supérieur, les informations que la moelle épinière, et des informations sensitives provenant des différentes structures de la cage thoracique, principalement le système thoraco-pulmonaire, articulaire, tendineuse, musculaire et cutanée. Toutes les structures du poumon et de la cage thoracique jouent un rôle principal pour maintenir l'inspiration et l'expiration. Chacun d'accord, en cas d'une urgence, les informations sensitives vont vers le moelle épinière ou le centre spinal. Puis le contrôle métabolique, la pression
artérielle d'oxygène et la pression artérielle de CO2 et aussi le pH, représentant des facteurs métaboliques qui influençant d'une manière efficace la ventilation et de façon à maintenir des étroites marges de normalité. Le corps des faits, les échanges alvéolo-capillaires, c'est déjà la pression artérielle en O2 est égale, elle est entre 96 à 100 mm/m². Diminution physiologique avec l'âge, il y a 100 mm/m² les jeunes, mais avec l'âge, on 96. Puis la pression en CO2 est variée entre 38 et 42 mm/m² selon l'âge aussi. Et le pH il est entre 7,38 et 40 et 7,42. هذا ما نسقسوا عليكم دي كيسيام ومش غير تحتاجون في الكيسيام تحتاجون في le pratique. D'accord, parce que qui dit la gazométrie c'est la calcul des gaz au niveau du sang artériel par le TD. D'accord, راح نحتاجوا هذا ملي باش نعرفوا اسكو لو باسيون en cas d'une acidose, une alcalose, métabolique, respiratoire sont des pathologies راح تقراهم من بعد. Puis le contrôle de la ventilation par l'oxygène, le stimulus hypoxémique, pas d'oxygène au niveau tissulaire, diminution de la pression artérielle en oxygène, stimule les chémorécepteurs périphériques et par conséquent la ventilation par un mécanisme chimio-réflexe. Donc les chémorécepteurs va donner le réflexe de diminution de l'oxygène au niveau tissulaire. Il s'agit d'une réponse rapide et peu sensible. Elle est rapide et peu sensible. Le P, la pression en oxygène, راح تولي 400 mm/m² en absence de l'influx, mais تكون peu كي نكون en état de peu influx تكون inférieur à 100 mm/m² et elle est au maximum de l'influx راح تكون 50 mm/m². C'est l'oxygène dessous et non combiné, mais quand je combine avec l'hémoglobine, l'hémoglobine qui est responsable de cette régulation. Je donne les cônes libres au niveau sanguin ou la régulation. Puis on a le contrôle de la ventilation par le CO2. L'hypercapnie, c'est l'augmentation du taux de CO2 au niveau artériolaire et donc l'acidose. L'acidose et le CO2 au niveau tissulaire, au niveau sanguin, il y a كشكل acide. هتقراها في le cours de l'acidose, d'accord, l'unité de l'appareil urinaire. Troisième unité. Les chémorécepteurs périphériques sont aussi comme l'oxygène, réponse linéaire peu intense et très rapide. Les chémorécepteurs centraux tardifs comparément au périphérique, mais 2 à 3 fois plus ample. L'efficacité elle est grande comparément B périphérique, mais le périphérique elle est rapide comparément B centraux et extrêmement sensible, peu sensible et elle est sensible. Puis les chémorécepteurs périphériques situés au niveau des sinus carotidiens, le cardio, c'est pas la peine de trouver les détails, et la crosse d'aorte. La crosse de l'aorte, où il y a l'aorte ascendant, puis la crosse d'aorte, l'aorte descendant, puis l'aorte abdominale. La crosse de l'aorte qui اللي تفصل بين l'aorte ascendant et descendant fait des récepteurs spéciaux et ils sont même les chémorécepteurs périphériques. D'accord, il y a une image qui récapitule ce qu'on a dans les centres neurologiques. D'accord, et le crosse d'aorte les fait les récepteurs et ils sont même du sinus carotidien. Les sinus. On trouve les chémorécepteurs périphériques et on trouve le trajet des nerfs, principalement le nerf vague au pneumogastrique. On a une diminution de la pression artérielle. On a la pression artérielle. Alors, une stimulation des chémorécepteurs. Le bulbe, le centre neurologique pour la régulation, le noyau de tractus solitaire que se trouvait dans le tractus solitaire, va inhiber le nerf vague, va inhiber le système parasympathique. Le système parasympathique, elle joue un rôle dans la relaxation du corps. D'accord, mais une relaxation, une augmentation du fréquence cardiaque, le système sympathique, d'accord, pour stimuler les chémorécepteurs. Donc, on a une libération du centre vasomoteur. Le centre vasomoteur, c'est le système sympathique, le système autonome.
On a le système autonome neurologique est constitué par deux parties, le sympathique et le parasympathique. On a fait le cas de chute de la pression artérielle ou une diminution, on a la libération du système sympathique et on a la stimulation de la médule surrénale. اللي هو سابقين شوي الأحداث يعني في هذوم لي كور. médule surrénale, la surrénale c'est une glande qui est située au-dessus des reins. D'accord, ou الغدة الكظرية كما يقولوا بالعربية. فهاد دو بارتي فيها لا كورتيكوسيرونال الكورتكس تاعها et on a le médule surrénal. يهمنا هنا le médule surrénal qui on trouve qui est sécrété en 200 cas. On a l'adrénaline et le noradrénaline. Ce sont deux hormones. راح تفرزهم la médule surrénale. D'accord, et vont activer le système cardiovasculaire, une vasoconstriction au niveau des artères cardiaques et va augmenter l'activité cardiaque, va augmenter la fréquence et va augmenter le débit cardiaque et va augmenter principalement le volume d'éjection systolique. C'est déjà le cours de la physiologie cardiaque, la physiologie respiratoire, l'activité du système ou la physiologie du système cardio-respiratoire. Les deux systèmes remontent à بعض. Puis la glande médule surrénale qui va libérer les catécholamines, le noradrénaline et l'adrénaline, va augmenter l'activité cardiaque par l'augmentation de la fréquence, l'augmentation du volume d'éjection systolique, les vaisseaux cardiaques ressentent une vasoconstriction. Puis on a l'hadaf ntaana, c'est l'augmentation de la pression aux valeurs antérieures. Ces récepteurs-là, les récepteurs sont sensibles à une chute de la pression artérielle comprise entre 25 et 100 mm Hg. Ont une action prédominante, principale dans la régulation de la respiration. Aussi, leur action sur la pression artérielle est accessoire. L'activité principale, c'est la respiration. C'est pas la pression artérielle, mais sont accessoires, jouent un rôle que je rôle, c'est pas principal, mais joue un rôle quand même dans la modulation de la pression artérielle. L'histologie des chémorécepteurs a été étudiée par le Blaise Emmons. C'est un médecin qui étudie l'histologie des chémorécepteurs, qui a obtenu pour ses travaux le prix de Nobel en 1938. C'est pas la peine de demain. Donc les chémorécepteurs centraux sont en fait très sensibles aux variations de l'H+, l'acidité. Le cours, le cours de l'acidose, l'H+ est égal au CO2. Le CO2, le CO2 نعتبره comme un acide au niveau de tissu sanguin. Le sang نعتبره شكل acide, qui est augmenté à les valeurs normaux, c'est une acidose sanguine. D'accord. C'est une équation, c'est pas la peine de prendre. Puis la régulation de la ventilation dans les différentes situations physiologiques, deux situations rétiniennes, tout à fait l'attention sur l'extrême importance et la complexité des mécanismes régulateurs de la respiration afin de toujours assurer une ventilation capable de faire la face aux variations des besoins métaboliques. Selon les besoins métaboliques, et en cas du repos et en cas du exercice physique, c'est pas les mêmes consommations. Donc il y a des modulateurs de la respiration selon les cas physiologiques du patient. Elle va interagir lors des différentes situations de la vie. L'exercice musculaire, c'est le sujet sain, sans anomalie pathologique. La ventilation augmente avec la puissance de l'exercice. La consommation d'oxygène au niveau tissulaire de façon linéaire. علاقة خطية. زدنا في l'activité يزيد la consommation jusqu'au point où le métabolisme devient anaérobique كما هضرت عليهم قبيليك ولا في لو كور تاع les échanges alvéolo-capillaires اللي ما تبعوش نخليو النية نتاعهم. C'est très important pour prendre ce cours là où les capacités pulmonaires sont dépassées,
ما عادش تجيب لنا الاكسجين اللي تحتاجه لي تيسيو راح يدخل لو كور تاعنا مش غيقعد يتفرج فينا اللي مشكل راح تدخل في اون دوزيام فاز دو لا برودكسيون دو لينيرجي اللي هو par la voie anaérobique sans utilisation d'oxygène et malheureusement cette voie comme dit des inconvénients va donner l'oxygène et l'ATP bien sûr va consommer des doses d'oxygène, d'accord, pas d'oxygène essentiellement, pardon, va donner 2 molécules d'ATP seulement et la lactate. C'est un acide. Donc في les états pathologiques هذه مش في l'état normal, في l'état pathologique lactate هذا راح يزيد l'acidité du sang. راح تصير une acidose extrême et le CO2 c'est déjà il est supérieur. Donc راح تصير بديتوا تهزوا النظر عن les pathologies. D'accord. ATP. Comparément la phase aérobie, on va avoir 38 ATP et pas de lactate. تكون تسخف في الحالة في l'état aérobie. Mais lorsque les capacités pulmonaires sont dépassées, راح ندخل la phase anaérobie غصبا علينا. Après quoi la ventilation augmente de façon plus abrupte. En effet, le contrôle de la ventilation lors de l'exercice est expliqué par plusieurs facteurs tels que l'acidose provoquée par la sécrétion d'acide, l'acide lactique, l'augmentation de la température centrale, bien sûr, qui exige l'activité physique, la libération des catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline pour moduler l'activité cardiaque avec les besoins métaboliques des cellules, la sollicitation des mécanorécepteurs articulaires. Puis le sommeil, en cas du sommeil, le repos total. Au cours du sommeil, on observe une diminution modérée de la ventilation sans perturbation de la pression artérielle en oxygène et la pression artérielle en CO2. En état normal, mais la respiration qui reste conservée dans les marches de normalité. Mais les tissus Ces modifications peuvent être dangereuses, exagérées, si au cours du sommeil des poussées respiratoires assez fréquentes. Oui, le fréquence respiratoire. C'est une cas pathologique, vraiment. Assez fréquente ou prolongée. C'est beaucoup plus le cas les personnes obèses. D'accord, vers un an provoque des hypoxies. Des hypoxémies, le cas de sommeil, mais une régulation de la respiration, une hypoxémie, les tissus, l'oxygène, responsable d'une insuffisance respiratoire. D'accord. Ces perturbations s'observent lors d'un syndrome appelé l'apnée du sommeil. C'est un cours en 4e année médecine. D'accord. كما هكا نكونوا وصلنا لاخر الكور. اللي عنده اي سؤال يطرحه في لي كومونتير ولا في la chaîne de l'Instagram. Activez les notifications et partagez le vidéo باش الناس الكل تستفاد. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربي يوفقكم. Bon courage في l'examen de la première unité.